Tu as un projet d'affaires, tu cherches quelqu'un qui saura bien te conseiller dans l'élaboration de ton plan. Au CLD Mariage Chapdelaine, situé au 173 boulevard Saint-Michel à Dolbeau-Mistassini, c'est une équipe compétente qui sera vous guider. On peut même t'apporter une aide financière. Pour information, 418-276-0022. Le CLD Mariage Chapdelaine rappelle que l'achat local crée de l'emploi chez nous. Hier, c'était la conclusion du Tour de France qui s'est terminé aux Champs-Élysées hier. Et encore une fois, Bradley Wiggins, le Britannique, a remporté la victoire. Et question de faire un peu le tour ou le bilan de ce Tour de France-là, on va parler avec celui qui a assuré l'analyse à danradiosport.com de ce Tour de France-là. C'est Louis Barbeau. Salut Louis. Salut. Louis, dans l'ensemble, on l'avait dit dès le départ que Bradley Wiggins allait remporter le Tour de France. Puis je pense que les observateurs, dès la deuxième fin de semaine, il a pris le maillot jaune, mais il l'a jamais perdu. Il n'a jamais été vraiment inquiété, quoi. Non, en fait, d'une part, effectivement, avec le début de saison qu'il avait connu, il avait remporté 3 grandes courses avec le Tour de Romandie, avec le Dauphiné Libéré, puis Paris-Nice. Donc, ça faisait de lui un candidat sérieux à la victoire pour le Tour de France. Le contre-la-montre, qui est sa spécialité, il y avait 100 km de contre-la-montre individuel cette année, puis on a vu la domination lors du premier contre-la-montre où il y a vraiment, là, on attendait peut-être une lutte serrée avec Cadel Evans, ce qui s'est pas avéré le cas. En fait, le coureur qui aurait probablement pu inquiéter le plus Bradley Wiggins, c'était un coureur au sein de sa formation, le Christopher Froome. Alors évidemment, dans le cas de Froome, son travail était d'appuyer Wiggins, ce qu'il a fait tout au long de l'épreuve, même si on a vu que dans certaines étapes de montagne, il aurait peut-être été en mesure même de le distancer. Donc, on verra au cours des prochaines années si les deux sont encore au sein de la même formation, si à ce moment-là, il y aura un retour d'ascenseur, mais c'est sûr que dans les étapes de montagne, on serait peut-être attendu à ce que des coureurs comme Schleck, qui, on sait malheureusement été sorti de la compétition, mais surtout un coureur comme Nibali, dont on attendait peut-être davantage. Il fait quand même bien, il termine 3e du Tour de France, mais Nibali qui est vraiment reconnu comme étant un excellent grimpeur, un excellent descendeur, puis il n'a jamais en aucun moment inquiété Bradley Wiggins. Ce qui fait que, les coureurs de la formation Sky, qui étaient très, très forts, ont assuré finalement le tempo, ont contrôlé la course pendant la dernière semaine. Donc, ce qui fait qu'au niveau du classement général, il y a peut-être pas un très grand suspense. On a eu quand même le droit à quelques belles étapes, là, plus au niveau des coureurs qui sont présents en échappée. Je pense entre autres à Thomas Voeckler qui a gagné 2 étapes, il y a Pierre Rolland. Les Français qui ont somme toute bien fait, là, ils ont été chercher 5 victoires d'étape dans le Tour cette année. Donc ça, c'est intéressant, mais c'est certain que ceux qui attendaient une lutte pour le maillot jaune ont été déçus. Bon, c'est sûr que avec Andy Schleck qui était pas là, Contador qui était sous la fin de sa suspension, Esietal évidemment pour les amateurs de vélo au Québec et au Canada qui étaient malheureusement contraints à l'abandon. Ça a fait en sorte que le tour a été plus terne peut-être que ce qu'on aurait pu s'attendre. Est-ce que, par le passé, ça n'a pas souvent changé de vainqueur, le Tour de France? Il y a eu Cavendish, il y a eu Lance Armstrong, il y a eu d'autres qui ont remporté plusieurs tours consécutifs. Est-ce que tu penses que Bradley Wiggins est là pour longtemps? Écoute, Wiggins, c'est un coureur qui a 32 ans. Dans le Tour de France, tu peux pas avoir une mauvaise journée. C'est vrai qu'on a eu des coureurs qui l'ont emporté à plusieurs reprises. Maintenant, on parle, il y a quand même des coureurs, là, entre autres Van Garderen, le coureur américain qui a très bien fait, qui remporte le maillot blanc. Je pense encore évidemment à des coureurs comme Nibali, qui est un coureur qui est assez jeune. Christopher Froome surtout. Alors, ce qu'il va falloir voir, c'est est-ce qu'il va rester au sein de la formation Sky, il va vouloir se retrouver dans une autre équipe. En principe, on devrait revoir l'année prochaine Andy Schleck et Alberto Contador. Dans le cas d'Evans, est-ce qu'il tire à la fin de sa carrière? On sait qu'il est âgé de 34 ou 35 ans, donc ses meilleures années sont probablement derrière lui, mais je serais pas prêt à dire qu'on peut le compter pour battu. Moi, je pense que on devrait assister à un tour probablement plus intéressant. L'autre chose également, c'est qu'on sait déjà que l'année prochaine, le contre-la-montre individuel va occuper moins de place au niveau du parcours. Donc, est-ce qu'il y aura juste un contre-la-montre? Est-ce qu'il y en aura 2? C'est sûr certain, la distance totale au niveau des contre-la-montre va être moindre, ce qui va faire en sorte que dans cet exercice-là, où évidemment Wiggins est un expert, il va probablement peut-être pouvoir aller chercher un peu de temps, mais
certainement pas autant qu'il a pu le faire dans l'édition cette année. Aussi, ce qu'il faut signaler, 3e victoire de l'équipe de Radio Shack consécutif. Qu'est-ce qui fait qu'une équipe en cyclisme peut dominer à autant? C'est les commanditaires, c'est les coureurs, c'est les pilotes, ou c'est un ensemble de tout? En fait, c'est avant tout les coureurs. Je pense que si tu as une formation qui est très forte, tu vas être en mesure de pouvoir bien t'illustrer. Dans une course comme celle-là, ça te prend une combinaison des gens. En fait, souvent, quand tu vas regarder les coureurs, que ce soit comme Michael Rogers ou encore Christopher Froome qui court pour la formation Sky, c'est 2 coureurs qui, dans d'autres formations, pourraient être leaders de ces formations-là et qui pourraient avoir des aspirations au niveau du classement général du Tour. Donc, quand tu as une équipe, on va la qualifier d'équipe pactée, là, si tu veux, quand tu as une très, très forte équipe, évidemment, tu es en mesure d'assurer un meilleur contrôle. Ceci dit, évidemment, pour avoir des équipes de ce niveau-là, ça prend des moyens, donc des moyens financiers, évidemment, pour pouvoir avoir certains de ces meilleurs coureurs-là. Faut avoir une structure dans laquelle les coureurs vont croire. On parlait, je disais aujourd'hui, que Mark Cavendish, par exemple, dans une équipe comme Sky, Cavendish qui a remporté la dernière étape, mais qui, même s'il a remporté 3 étapes dans le Tour cette année, il y a seulement 2 étapes où l'équipe a vraiment travaillé pour lui, parce que le gros du travail de l'équipe cette année, c'était autour du maillot jaune. Donc, un coureur comme Cavendish, est-ce que l'année prochaine va se retrouver encore avec Sky, ou si au contraire, parce qu'il y a des ambitions pas évidemment de gagner le Tour de France, parce qu'il ne pourra jamais le gagner, mais de gagner le maillot vert pour le meilleur sprinter, même à ce moment-là, pour ça, il va voir que l'équipe travaille davantage autour de lui. Alors, un gars comme Cavendish pourrait très bien décider l'année prochaine de se retrouver sous une autre équipe, même si Sky veut peut-être le conserver avec eux. Cavendish va certainement vouloir avoir une équipe qui va peut-être le supporter davantage. Donc, il y a des choix comme ça que les équipes doivent faire. À un moment donné, on dit, est-ce qu'on a un coureur pour le classement général? C'est sûr que le maillot jaune, c'est le maillot qui est le plus prisé. Par la suite, si on n'a pas un coureur qui veut remporter au niveau du classement général, on va peut-être construire l'équipe plus autour d'un coureur qui peut peut-être remporter le maillot vert, comme c'était le cas pour Peter Sagan. Donc, on va aller chercher, puis dans d'autres équipes, évidemment, on n'a peut-être pas des prétentions à ce niveau-là, fait qu'on va chercher plus des victoires d'étape, d'aller chercher des résultats. Fait que les équipes se construisent en fonction des effectifs, puis par la suite, on élabore notre stratégie de compétition autour de ça. Tout le monde ne court pas pour le maillot jaune au Tour de France. On y va pour les équipes aussi, on y va pour le maillot blanc, il y a toutes sortes de maillots qu'on a appris lors de ce Tour. Je veux te parler des Français, Pierre Rolland et Thibaut Rino, qui ont été des révélations pour les Français. Je pense que on en a parlé au cours du Tour, mais les Français, au cours des prochaines années, vont avoir de quoi se mettre sous la dent. Oui, c'est sûr. Dans le cas de la France, c'est sûr que t'as un coureur, évidemment, toujours comme Vauclair, qui demeure encore un grand leader au sein de la formation Europcar. Pierre Rolland, qui est un jeune coureur qui termine 8e au classement général. Thibaut Pinot, qui a bien fait également au niveau de la Française des Jeux. Donc, il y a de jeunes coureurs actuellement qui semblent s'illustrer du côté des Français. Puis ça, c'est intéressant parce que, évidemment, le dernier coureur français à avoir remporté le Tour de France, ça remonte à il y a plusieurs années. Là, si je me trompe pas, c'est Bernard Hinault en 85, donc ça fait tout près de 30 ans. Là, ça fait une longue visite. Mais comme on l'avait mentionné précédemment, il y a quand même, t'as pas eu 30 gagnants du Tour de France dans cette période-là. Là, t'as un certain nombre de coureurs quand ils sont dominants, comme ça a été le cas de Lance Armstrong, comme ça l'a été jusqu'à un certain point avec un coureur comme Alberto Contador. Évidemment, ces gens-là vont chercher déjà plusieurs de ces épreuves-là. Puis remporter un Tour de France, ça prend vraiment des qualités assez exceptionnelles. Mais pour l'instant, du côté du cyclisme français, là, il y a de jeunes coureurs actuellement qui démontrent de belles choses. Fait qu'il faudra voir au cours des prochaines années s'ils vont pouvoir poursuivre leur progression et peut-être éventuellement aspirer aux grands honneurs autour. Il me reste 2 petits points. Les Olympiques commencent vendredi. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre aux Olympiques du côté du cyclisme? C'est-à-dire, si on prend le cyclisme masculin sur route, c'est sûr que Mark Cavendish, qui a remporté l'événement test l'an passé, qui vient de remporter donc 3 étapes, c'est un parcours qui est destiné pour lui. Si on a une arrivée massive,
c'est un coureur qui va certainement avoir l'équipe cette fois-là. Il va avoir l'équipe britannique qui va le seconder pour essayer d'aller chercher la victoire. Mais bon, c'est une course sur route, il peut y avoir des échappées, il peut y avoir une multitude de choses, donc ça va être difficile. Dans le cas du contre-la-montre individuel, je pense que on devrait avoir en principe une lutte à 3 avec Tony Martin, l'Allemand, Fabian Cancellara et Bradley Wiggins pour le contre-la-montre. Donc ça va vraiment être une lutte à 3 à ce niveau-là. Et si on jette un coup d'œil du côté féminin, la course sur route féminine, du côté canadien, on a Joëlle Numainville qui pourrait peut-être aller chercher un podium. Bon, la grande favorite est probablement Marianne Vos. On a des athlètes comme Judith Hunt, Giorgia Bronzini, mais Joëlle Numainville a déjà démontré dans le passé qu'elle peut rivaliser avec les meilleurs au monde dans le sprint. Et dans le cas du contre-la-montre individuel, moi je pense que pour Clara Hughes, il y a de très très bonnes chances qu'elle accède au podium. Je pense que ce serait ses 6e Jeux olympiques ou 5e Jeux olympiques où est-ce qu'elle parvient à monter sur le podium, ce qui serait quand même assez exceptionnel, surtout qu'elle l'a fait dans 2 sports. OK. Dernier point, le Grand Prix cycliste de Québec et de Montréal s'en vient à grand poste début septembre et Ryder Edgedale va être ici. Oui, Ryder qui a confirmé sa présence pour les Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal. Donc, évidemment, il y a 2 ans, lorsqu'il était venu, puis il avait fait 3e et 4e respectivement à Montréal et à Québec. Il avait été très, très bien accueilli, alors que il n'était pas aussi connu qu'il l'est aujourd'hui. Donc, on peut, évidemment, je pense que les Québécois vont être en très grand nombre, là, aussi bien à Québec qu'à Montréal, pour venir l'encourager. Puis encourager aussi les autres athlètes québécois et canadiens qui vont être présents. Je pense évidemment à David Veilleux qui devrait être là avec Europcar. Il y a Dominique Rollin avec la Française des Jeux qui devrait être présent. Et il y a plusieurs athlètes québécois sur la formation SpiderTech Powered by CITEM qui vont sûrement être au départ aussi. Donc, ce sera une occasion pour tous les amateurs de vélo de voir l'élite mondiale sur les parcours de Québec et de Montréal. Louis, un gros merci pour ta collaboration. Un néophyte comme moi du vélo. J'espère que ça n'a pas trop paru que j'étais pas un grand connaisseur de vélo. Écoute, je pense qu'au fur et à mesure, tu as suivi l'événement, je pense que tu as découvert, comme probablement plusieurs de tes auditeurs, un sport qui est magnifique. Donc, puis en espérant que l'année prochaine, on aura une nouvelle collaboration. Il n'y a aucun problème. Puis si Edgedale fait des siennes, je vais te rappeler. Ça marche. OK, donc Louis Barbeau, qui était le collaborateur pour le Tour de France.